je remercie encore Maurice Dahan, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là, le président du consistoire, et d'avoir eu cette folie aussi juive de ta part, toi qui as été exilé de ta parole pendant des mois, d'avoir pensé à la musique et l'art pour parler d'André Neher. Je vous passe la parole à tous les deux, et il faudra gagner les 2 minutes qu'on vous a volées. Merci. On prendra sur les arrêts de jeu. Petit élément géographique, les cigognes partaient de Strasbourg vers Jérusalem, mais il y en avait qui allaient à Marrakech, s'il te plaît. Il ne faut pas les oublier, celles-là. Je commence donc. André Neher et l'art, mais avant ça, pourquoi je suis là? Gabriel Attias. J'ai 17 ans, 18 ans à peu près, mais à l'époque, je ne sais pas que je suis sur les traces d'André Neher, puisque je suis à la yeshiva du Rav Bochko, où Neher a été 50 ans avant. Et je parle avec un ami musicien qui me dit je vais très souvent chez André Rina Neher, et pour moi, pour petit juif marocain, André Neher, je ne sais pas trop ce que c'est, Aubernais encore moins, je sais où. Et je lui dis, écoute, donne-moi son numéro de téléphone. Et je l'appelle. Allô, bonjour, vous êtes André Neher? Il me dit, oui, tout à fait. Je lui dis, écoutez, il paraît que vous vous intéressez à la pensée juive. Moi aussi, il faudrait qu'on se rencontre. Et seul un homme de la stature de Neher pouvait me dire, eh bien, très bien, demain ça vous va? Je lui dis, moi, ça me va, c'est bon. Et me voilà avec André Neher, et comme je disais hier à Elisheva, quand vous avez expérimenté l'azur du regard de Neher, vous n'avez pas que la Méditerranée, vous avez des immensités. Vous avez le ciel azur. Il était un vrai représentant du ciel. Et c'est à partir de là donc que je vais commencer à parler de Neher, mais Neher donc, que je découvre vers 18, 20 ans, 21 ans, je lis, et je laisse tout ça mûrir pendant des années. Et il y a quelques 4 ans, je crois, je rencontre ce monsieur qui me dit « Je suis passionné par André Neher ». Je me dis « Tiens ». Parce qu'entre-temps, il y a eu pour moi Benny Lévy, il y a eu d'autres aventures intellectuelles, et le nom Neher commençait à devenir un peu une sorte d'archéologie. Et je me remets à la lecture de Neher, et je me dis d'abord, si ça opère sur Richard, c'est qu'il a encore quelque chose à dire. Et je me replonge, et voilà, il y a 1 an, que cette dame, qui est une grande chef d'orchestre, qui a fait un peu le tour du monde, on se rend compte, mais ça là aussi c'est encore une histoire en soi, et je lui envoie des passages de Neher, et surtout, je ne sais pas à l'époque qu'elle est spécialisée dans Schoenberg, et je lui envoie les parties dans Ils ont refait leur âme, et je me rends compte qu'au fur et à mesure des lectures, elle refait son âme. Et alors il fallait donc reprendre Neher, cette fois-ci à bras-le-corps. Pendant le même moment, je bossais un petit livre comme ça qui m'a rappelé une vieille connaissance qui s'appelait Joseph Salvador. Mais là aussi, Vincent Payon, c'est un nom que je connais, mais dont je ne suis pas intime. Je ne suis pas un spécialiste de Merleau-Ponty, je ne suis pas phénoménologue. Je connais Salvador par Benamozeg. Et du coup, c'est encore un coup de poing dans le ventre, parce que je me rends compte, encore une fois, d'une expérience juive vécue fièrement, s'assumant, et le disant haut et fort. Et dans ma relecture de Neher, je me rends compte que, de temps à autre, il a des éléments de musique qui reviennent dans ses articulations. Bon, une fois, 2, 3, on se dit, bon, il a une culture musicale. Quand ça devient 10 fois, on se dit, eh ben là, il insiste. Quand j'ai dépassé les 50 occurrences, là, je me dis, c'est que ça devient sérieux. Et là, pour l'intervention d'aujourd'hui, jusqu'à il y a 48 heures, elle devait se jouer autour des articulations philosophiques de Neher à travers le langage musical. Et je me suis dit,
d'abord, un, je ne suis pas musicien, deux, je ne suis pas philosophe, et parler entre ces deux colonnes du temple que sont Vincent Payon et Mélanie, je me suis dit, ça fait un peu de la chutzpah. Donc j'ai décidé, à un moment, d'aller voir dans les mélanges André Neher, qui est quelque chose d'absolument prodigieux, l'intervention d'Albert Hazan, qui met l'accent sur la manière dont Neher utilise la musique. C'était peut-être parce qu'il y a eu la faillite du concept après Auschwitz, comme il y aura la faillite du langage que Klemperer révèle très bien dans LTI. Avant de dormir, il est minuit et demi, 1h du matin, dans la bibliographie, oui, je suis un oiseau de nuit, je vois qu'il y a des textes de André Neher, 1933, 1934, et là, je fais un SMS à Maurice, qui ne sait pas ce que c'est que dormir aussi, qui me répond après minuit. Je lui demande, est-ce que tu as des archives? Il ne sait pas, et là, commence le travail, et je tombe sur les textes de André Neher, de 1933, dans une revue qui s'appelle, s'il vous plaît, l'Alsace française. Ça vous plante le décor. Je ne veux pas trop tarder. Hein. Et de quoi nous cause André Neher? Les couperins et leur époque et leur art. Alors, tu te dis, bon, alors je commence la lecture, et c'est là que je me rends compte, 19 ans, hein, une connaissance de la musique plus qu'intime. Couperin, le maître du clavecin, et comme Mélanie est premier prix de clavecin, donc elle peut nous parler davantage. Et là, il y a un passage avec l'apothéose de Corelli et celle de l'incomparable Lully. L'art de Couperin prend des teintes un peu nouvelles, plus calmes, plus réfléchies, qui rejettent toute superfluité et qui cependant n'abandonnent jamais la couleur du ton et la souplesse flexible de la courbe mélodique. Mais ce qui va être encore plus terrible, c'est qu'il dit, et à les entendre, on respire l'atmosphère de calme, franchise, qui baigne dans le recueil le plus intime de Jean-Sébastien Bach, Anna Magdalena. C'est après l'art de Boucher, capiteux et séduisant, mais artificiel et presque mensonger. C'est un reflet d'un intimisme presque bourgeois. Et là où il enfonce le clou, nous avons nommé tout à l'heure Bach, il y a entre le maître de Saint-Gervais, c'est-à-dire Couperin, et celui de Leipzig, plus qu'une simple parenté d'esprit. La technique musicale de Couperin a fortement influencé celle de Bach. Parmi les Français dit Schweitzer, c'est surtout Couperin qui occupa Bach. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Dans une revue, l'Alsace française. La germanité, vous avez peut-être du génie, mais vous nous la devez. Le véritable père n'est pas Bach, c'est Couperin. Couperin, en 2 mots. Et plus loin, il dit, l'esprit de Salzbourg et de Vienne est frère de l'esprit français. Ayant trouvé en Mozart et en Beethoven, des chantres les plus complets et les plus universels que la France n'en avait, et c'est lui qui, durant presque tout le 19e siècle, a vibré dans la musique européenne. Donc là, c'est une véritable bataille. 19 gamins de 19 ans. Vous n'aurez pas peut-être l'Alsace et la Lorraine, mais la musique non plus, vous ne l'aurez pas. Et messieurs, dames, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de cardiaques parmi vous, mais ce que vous allez entendre va être plus terrible. Tribune juive de Strasbourg, 1934, à propos du cinquantenaire de Wagnérien. Comment il commence, le jeune Neher? Wagner fut juif. L'histoire ne permet plus de doute à ce sujet. Et il se base sur 2 historiens anglais, Urn et Root, ont découvert des manuscrits inédits qui, soumis à l'examen critique le plus précis et le plus subtil, ont révélé
de claire façon que Richard Wagner était le fils de Ludwig Geyer, musicien et acteur juif. Ce fut ce Geyer aussi qui l'éleva et qui lui donna son pli esthétique, en commun avec sa mère, dont Wagner ne nous parle que fort discrètement et qui, selon Urne et Ruth, était juive. Donc Wagner n'a pas besoin d'aller au mikvé, n'a pas besoin de passer par un beddin, il peut venir dans une choule. Elle aussi s'appelait Beret. Les 10 exemplaires de l'édition originale de l'autobiographie de Richard Wagner, aujourd'hui détruits. La deuxième version va être éditée par Cosima Wagner, qui va bien sûr sucrer tout le truc. Mais c'est pas tout. Ce que nous révèle ici Neher, c'est que Neher, 15 jours après, bien sûr, il a les réactions. Bon, enfin, c'est pas possible. Bayreuth, c'est Beyrouth pour les Israéliens d'aujourd'hui, et c'est l'ennemi juré. C'est pas possible. Léon Algazi, grand musicologue, disciple de Schoenberg. Je vais vite finir parce que... Il faut tenir le temps. Neher. Non, ni juifs, ni français, nous n'avons à nous défendre d'admirer l'œuvre de Wagner. D'abord, et encore une fois, parce que la vie privée de l'artiste et son œuvre sont à distinguer très nettement, et ensuite, parce que les manifestations de la vie privée, même de Wagner, perdent de leur acuité si on se donne la peine de les expliquer en leur essence psychologique que révèle le document historique. Et je laisserai la parole après à Mélanie. Le même Neher écrit quelques années plus tard dans son entretien avec Victor Malka, parce que, rappelez-vous, Neher est devenu un autre homme après 39-45. Mais j'ai eu cette tentation de parler du Neher de 32, c'est un peu comme Roman Vishniak avec Vanishing World, un monde disparu. J'avais envie de percevoir le Neher d'avant la catastrophe, le Noé, parce qu'il se référait beaucoup à Noir, d'avant le déluge. Et quelle aurait été la physionomie de ce judaïsme d'avant et il dit à Victor Malka, oui, les foules qui aujourd'hui affluent de nouveau au festival de Bayreuth sont mûres pour édifier demain un 4e Reich à croix gammée. Donc voilà un homme qui est complètement retourné jusque dans ses tripes. Mais me diriez-vous, mais ça c'est une invention de Neher, l'histoire de Wagner juif. Eh bien, j'ai retrouvé, grâce à mon ami Jan Fuss, qui a été d'un secours très important, je retrouve un livre qui s'appelle Wagner antisémite. Et là, vous savez comment on appelait Wagner de son vivant? Le rabbi de Bayreuth. Et on a une caricature de l'époque où on voit, selon l'évolution darwinienne, un Wagner avec un chauffard qui finit avec une baguette de chef d'orchestre. Je vous fais passer la caricature. Et il y a cet autre texte de Neher, celui sur la Marseillaise, où il évoque Berlioz, et c'est sans transition que je te laisse nous parler de Berlioz. Merci Gabriel, vraiment sans transition. Je ne vais pas vous parler de la Marseillaise, hein, bien que je l'ai dirigée au Japon devant l'empereur du Japon et que j'ai eu un sentiment de chauvinisme extraordinaire et que j'ai eu très peur en me disant mais qui suis-je pour représenter la France avec un orchestre japonais, un public japonais, un empereur japonais, et j'ai entendu une petite voix qui dit mais ne va pas plus haut que tu ne peux, raccroche-toi à ton père et Berlioz. Et donc j'ai eu la sensation de diriger du Berlioz qui a fait une orchestration de cette Marseillaise.
c'est absolument extraordinaire. Alors, quand j'ai été invitée, et merci de pour ma présence ici, Gabriel m'a dit, mais écoute, penche-toi sur Faust et le Maharal de Prague. Donc, moi, je suis chef d'orchestre depuis plus de 30 ans. Je dirige à l'étranger, je dirige en France, et récemment, j'ai créé un nouvel orchestre, et tout ça est arrivé en même temps. C'est ça qui est assez fou, comme de par hasard. Un nouvel orchestre qui s'appelle Le Paradoxe, pour raconter la musique du XXe siècle à partir de Schoenberg. Et la date est vraiment 1912, sa première œuvre dodécaphonique. Je vais vous expliquer ce qu'est le dodécaphonisme, si vous ne le savez pas déjà, parce qu'on le sait quand on aime Schoenberg. C'est 1912, son Pierrot lunaire. Et il y a eu toujours deux axes dans ma vie très importants, et Gabriel l'a senti par une intuition toujours extraordinaire, c'est Faust et Schoenberg. Je me suis dit, évidemment, en lisant ce Faust et Maharal de Prague, comment passer musicalement, naturellement, de Faust à Schoenberg. C'est quand même très éloigné, parce que Schoenberg n'est pas un romantique. On va voir même qu'il va casser ce système. Il ne s'est pas du tout intéressé à Faust, qui a toujours été un creuset romantique pour les littéraires et pour les compositeurs absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas refaire toute l'origine de Faust, hein, ça commence déjà en 1501, et ça hante bien sûr les compositeurs, les musiciens, les poètes, mais on commence à y voir clair en 1590 avec Christopher Marlowe, et l'œuvre de Christopher Marlowe va être déjà le premier creuset de tout ce qui va être écrit après sur Faust. Mais il va falloir attendre 2 siècles pour qu'on ait le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, 1790, avec le démarrage, je dis bien le démarrage du Faust de Goethe, parce que Goethe, finalement, il va pas trop aller chercher dans la Renaissance, il va bien sûr connaître Marlowe, mais surtout, il va aller chercher sa propre origine de son propre Faust à lui. Et ça va mettre du temps, cette gestation, ça va être extraordinaire. Il va écrire d'abord, je crois que c'est dans, je l'ai noté, Légie romaine, je crois, la première prémisse de Faust qui s'appelle Faust fragment, c'est donc, comme son nom l'indique, juste un fragment. Et puis, il va continuer à écrire ensuite, et là, ça va être vraiment très intéressant. En 1798, donc déjà 8 ans après son démarrage, les premiers prémices de ce que va être sa première partie de Faust, c'est le prologue sur le théâtre et le prologue dans le ciel. Et ça, c'est 2 prologues qui précèdent le premier monologue de Faust de son œuvre. Et ce qui est intéressant dans ce prologue sur le théâtre, c'est qu'on a un directeur, le bouffon et le poète dramatique, qui discutent pour savoir comment remplir les salles. Et là-haut dans le ciel, on a aussi 3 entités. Alors, je cite comment Goethe les écrit, le Seigneur, Méphisto et 3 archanges. Et eux, ils discutent de comment on fait pour gérer les hommes. Et ça va être très intéressant, cette dualité des 2 prologues. Il continue à écrire sa Nuit de Walpurgis. Donc Goethe, et puis il tombe malade, il est très malade. Il y a son ami Schiller en 1805 qui décède. Il enchaîne les maladies. On se demande si ça n'est pas concomitant de cette rupture avec son ami. Et tout d'un coup, en 1806, ça y est, il sort son Faust. En 1 an, c'est terminé, alors qu'il y avait juste 2 prologues et la Nuit de Walpurgis. Tout d'un coup, c'est terminé, le Faust est abouti, son Faust 1, c'est-à-dire la première partie. Donc, il va retomber malade, tout ça prend beaucoup de gestation, et en 1825, il reprend Faust, il écrit la 2e partie, jusqu'en 1828, tout ça apparaît, et là, on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, je dirais même que là, un chef-d'œuvre n'arrive jamais seul, puisqu'il va recevoir les lithographies de Delacroix, il va avoir sa première au Théâtre Saint-Martin à Paris, 1 an plus tard, Berlioz lui envoie son Faust. C'est pas encore sa damnation de Faust. Lui aussi, il va aller purger dans son origine, de sa propre origine de l'œuvre. Il va écrire les 8 scènes de Faust, qui sont pour orchestre, qui sont magnifiques, mais c'est pas encore sa damnation. Et puis, on a la première aussi au Théâtre de Weimar. En 1830, le chef-d'œuvre est pratiquement terminé de Goethe. Et là, il y a le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui arrive, c'est la traduction de Gérard de Nerval. Alors ça va donner au Faust de Goethe une internationalité, non, un universalisme extraordinaire, puisque sa tradition et sa traduction a un souffle absolument fabuleux. Très bien, on a Goethe, on a déjà Berlioz, on a Gérard de Nerval, mais quand même, quand on lit les 2 prologues, quand on lit le monologue de Faust, l'origine de tout, c'est le livre de Job. Et ça va être extraordinaire. On a le prologue de la même façon, les prologues de la même façon. On a
tout le monologue au début, et André Neher justement de dire, et là je cite, depuis Goethe et Norbert Wiener c'est donc l'inventeur de la cybernétique, il en parle dans son livre, donc depuis Goethe et Wiener, Faust et le golem ont partie liée avec Dieu, et cette liaison se réalise à travers Job. Et ça, c'est magnifique. Moi, ça a été un choc musical, émotionnel extraordinaire, puisque André Neher parle toujours en disant que les créateurs sont toujours entre damnation et rédemption. Mais finalement, est-ce que Job n'est pas toujours entre son acte de foi et cette protestation? Et il y a toujours cette ambivalence de vivre ou de mourir, de survivre à quelque chose ou de mourir, de renaître, qui va être très présent, évidemment, dans Faust, bien sûr. Alors, à ce moment-là, j'ai eu l'idée, aimant Goethe, aimant Berlioz, et puis aimant infiniment le cinéma muet, d'aller chercher un film de 1926 de Friedrich Murnau, grand réalisateur expressionniste allemand, et de remettre de la musique de Berlioz, donc toutes des extraits de l'intégralité des œuvres de Berlioz, et bien sûr de la damnation, sur le film. Je me suis dit, mais alors là, ils vont tous se retourner dans leur tombe. Mais j'ai lu aussi que Murnau avait dit de son Faust, c'est mon chef-d'œuvre, mais la musique, c'est pas réussi. Il a fait réécrire la musique 2 fois. Il a fini par laisser une petite liste où il y a peut-être Mendelssohn, un peu de Berlioz, quand même, du Rossini. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et je me dis que peut-être par une lucarne céleste, ils se sont dit, bon, pas mal ce qu'elle a fait. Mais ça donnait, c'est vrai que l'œuvre de Berlioz et de Murnau ensemble, il y a en même temps austérité, sarcastisme, bien et mal, bien sûr, toujours là. C'est vraiment intéressant. Donc, Faust écrit... Faust est mis vraiment sur les planches. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'œuvre de Murnau et celle de Berlioz, les prologues sur le théâtre et dans le ciel deviennent prologues dans le film de Murnau, mais aussi, et chez Berlioz et chez Murnau, épilogues. C'est-à-dire qu'on retrouve l'ange Gabriel à la fin du film et Méphisto qui discutent de ce dont ils avaient discuté au début du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de Faust ? Qu'est-ce qu'on fait de Faust? On lui donne la lumière, mais tu vas voir, non, je vais l'emmener dans les vices. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Et ça, cette tentation de Méphisto, toujours pour l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel qui dit, bon, allez, écoute. Et dans l'œuvre de Goethe, Méphisto dit, j'aime bien parler avec le Seigneur, il me laisse toujours un peu m'amuser avec les hommes. Ça, c'est vraiment, ça peut être et choquant et amusant, et c'est magnifié par Berlioz et par Murnau. Alors évidemment, je dis que c'est 3 mousquetaires. J'ai d'ailleurs entendu le mot mousquetaire tout à l'heure, ça m'a fait rire. Je n'osais pas l'employer. Comme je l'ai entendu, je l'emploie. C'est 3 mousquetaires. Goethe, Murnau, Berlioz, que j'ai essayé de relier. Bien sûr qu'il y en aurait eu un 4e s'il l'avait rencontré. C'est André Neher, évidemment. Il nous aurait écrit, je pense, une fresque philosophique, musicale, théâtrale, dramatique, absolument exceptionnelle. Et juste une petite chose à noter pour plus tard, même si j'ai pas beaucoup de plus tard, c'est que la damnation de Faust est écrite en 3 langues, le français, le latin et une langue inventée pour le chœur final qui est un chœur de démon. Donc, je vais aller un petit peu plus vite pour avancer. Berlioz, malheureusement, ça ne va pas leur retenir chance. Goethe va mourir moins d'1 an après son Faust. Murnau dit, c'est mon chef-d'œuvre, c'est ma dernière grande œuvre, mais je suis tellement déçu, la musique, c'est pas ça. Quant à Berlioz, il va être complètement dépressif, ruiné. Il ne va pas écrire de musique pendant 4 ans. Et en 1950, il est chez des copains, il y a une partie de whist, les copains lui disent, oh, écoute Berlioz, ou tu joues au whist, ou tu fais quelque chose, écris-nous de la musique. Et il va écrire, tenez-vous bien, l'enfance du Christ. C'est l'enfance du Christ qui va sauver Berlioz de sa dépression d'après la damnation de Faust. Je laisse à vos commentaires cette étrangeté. Alors, André Neher de nous dire de tout ça, Faust, par sa vieillesse permanente, excepté sa fausse jeunesse, est tel le Maharal de Prague. Et ça m'a vraiment étonnée parce qu'au début, André Neher, et dans le livre, c'est très étrange comme il fait, il compare Faust au golem. Et le golem est le golem du Maharal de Prague, on est bien d'accord. Tout d'un coup, il met Faust comme si Faust devenait le golem du Maharal de Prague. Et ça, j'ai fini par me dire, mais finalement, qui est le golem de qui? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que même d'un point de vue littéraire, ça glisse comme ça. Il y a comme un glissement de terrain sur qui va devenir le golem de qui. Bon, très bien, vous allez me dire, et maintenant Schoenberg, pour terminer, comment on passe de Faust à Schoenberg. Là, je suis coincée. Quand je suis coincée, j'appelle Gabriel Attias. Il décoince beaucoup.
Mais il décoince de manière étonnante. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à votre question. Je lui dis, Gabriel, je ne sais pas comment faire. Tu veux que je parle aussi de Schoenberg? Et là, il se met à me parler de Scriabine. Je lui dis, écoute, Gabriel, je ne sais pas, oui, Scriabine, oui, j'aime bien. Oui, oui, écoute, sa musique pour piano est extraordinaire. Et tout d'un coup, en parlant de la musique de piano de Scriabine, son modernisme, mon cerveau s'éclaire enfin et je vois le nom de Franz Liszt. Franz Liszt, en plein romantisme. Je dis, mais Franz Liszt a écrit une fausse symphonie. Et donc, je reprends cette partition, et là, ce qui est étonnant, c'est comme un tabou, comme quelque chose qu'on ne veut pas entendre, comme quelque chose qu'on oublie et que j'avais oublié. D'abord, Liszt écrit une fausse symphonie, et tenez-vous bien, le premier thème, mais on est 50 ans avant Schoenberg, là, avant le dodécaphonisme, le premier thème de la fausse symphonie est dodécaphonisme. Ça, c'est vraiment incroyable. Allez, je vais vous la chanter, parce que je sens que vous avez besoin de vous détendre. Donc, ça commence sur un La bémol, et regardez bien mes mains, surtout. Sol, Si, Mi bémol, Fa dièse, Si bémol, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Do, Béca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme dinaire, c'est 2 fois 6, on respire après 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on est c'est tabou chez nous. On ne dit pas que la fausse symphonie est dodécaphoniste. N'empêche que voilà, la fausse symphonie est en do majeur. Si le do bécard qui est la fin est donc la note 1 de ces 12 sons, ça donne 8, 12, 4, 7, 11, 3, 6, 10, 2, 5, 9, 1. Alors là, vraiment, ça fait un lien absolument extraordinaire. Bien sûr que Berlioz connaissait la fausse symphonie, mais on ne peut pas dire que la fausse symphonie est dodécaphoniste. Hein, ça, c'est absolument pas possible. Schoenberg, 50 ans plus tard, va rencontrer Joseph Matthias Auer, mathématicien, musicien, une bataille, et André Neher en parle très bien dans son livre. Il va y avoir 2 batailles, celle avec Auer et celle avec Thomas Mann. Et donc Schoenberg, comme dit Thomas Mann, il dit, oh oui, mais Schoenberg, il a commencé à devenir paranoïaque. Ben oui, Schoenberg est devenu paranoïaque parce qu'ils étaient tous très copains. Hein. Il y avait les Mahler, le couple Richard Strauss, le couple Schoenberg et le couple Thomas Mann. Les femmes étaient très amies. D'ailleurs, pour l'anecdote, la femme de Strauss n'arrêtait pas de dire du mal de son mari. Alma Mahler dit non, mais tu sais, il est bien, il est formidable. Voilà, c'était comme ça. Et donc, Schoenberg va se trouver, au lieu de dire simplement oui, Joseph Matthias Auer m'a inspiré parce qu'il a trouvé le dodécaphonisme, il va nier en fait cette paternité et il va, à mon avis, se sentir mal toujours toute sa vie de ne pas citer sa source. Et il dit dans son livre Le style et l'idée, il avait trouvé, ben moi je trouve plus ma citation, mais c'est pas grave, il avait trouvé l'idée, mais moi j'ai trouvé la clé des multiples possibilités. Et ça, c'est vrai. Donc le dodécaphonisme, très vite, et je vais terminer là-dessus, le dodécaphonisme, c'est donc, comme vous l'avez entendu magnifiquement chanter, 12 sons dont on choisit l'ordre. Les 12 sons, c'est, même si vous n'êtes pas musicien, une touche blanche, une touche noire, une touche blanche, une touche noire, de do à do. Et vous choisissez l'ordre de vos sons. Schoenberg va dire, ok, maintenant, à partir de là, on ne va pas juste choisir 12 sons. On n'a pas le droit de mettre le deuxième même son tant que les 12 ne sont pas déjà énoncés. Première règle. Deuxième règle, une fois que je les ai énoncés, je peux les écrire dans l'autre sens. Ça s'appelle le mouvement rétrograde, le mouvement contraire. Enfin, une autre règle, tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui monte va descendre. Si vous avez do, ré, mi, eh ben, dans le miroir, on va faire do, si, la. Et à chaque fois, les intervalles qui montent vont être descendants et vice-versa. Et enfin, il va dire, on va pouvoir juxtaposer, mélanger ces 2 règles, c'est-à-dire on va écrire en rétrograde, miroir. Vous imaginez le nombre infini que ça fait, le scandale que ça fait dans la musique, c'est-à-dire 1899, Richard Strauss écrit Don Quichotte, qui est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du post-romantisme, et comme ils sont amis, et c'est pas une fracture amicale, c'est une fracture artistique, Schoenberg dit que c'est trop beau, on peut pas aller plus loin, on change de système. On rompt ce système et on écrit dodécaphonique, on écrit plus tonal et surtout on écrit plus romantique. Parce qu'on revient, alors ça c'est une grande discussion entre musiciens, mais moi je pense vraiment que Schoenberg, à ce moment-là, revient à son judaïsme, à ce moment-là, il revient à une forme d'austérité, très importante aussi pour son judaïsme, très important pour nos chants, pour nos psaumes, et il va à ce moment-là écrire la musique hébraïque magnifique. Il écrit déjà en 22 l'échelle de Jacob, qui est inachevée. Il va écrire en 1933, il va achever l'inachèvement de Moïse et Aaron.
ne sera jamais achevé, on se demande pourquoi. Et il disait au grand chef Hermann Scherchen, qui lui disait « Mais termine, je veux créer ton Moïse Aaron. » Écoute, je ne sais pas, je n'arrive pas à terminer, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc voilà, il achève son inachèvement de Moïse et Aaron, qui est vraiment un de ses grands chefs-d'œuvre. Ensuite, en 1947, il y a un survivant de Varsovie. Et il terminera juste avant sa mort avec le psaume 130. Et juste pour terminer, le survivant de Varsovie, je vous rappelle ce que j'ai dit de la damnation de Faust de Berlioz qui était écrit en 3 langues. Le survivant de Varsovie est écrit en 3 langues. Donc c'est quelqu'un qui sort des camps de concentration, qui se retrouve dans les égouts de Varsovie, il se demande comment il en est arrivé là. Le récitant parle en anglais ou chante en anglais, le Sprechgesang, le parler chanté que Schoenberg, Berg et Webern, ses disciples, vont mettre en place. Donc ça, c'est en anglais. Tous les capitaines commandants nazis chantent et parlent en allemand. Et le peuple, qui fait le peuple juif, chante en hébreu. Et la fin du survivant de Varsovie, c'est le schéma Israël. Attention, schéma Israël dodécaphonique. Je vous remercie.